Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Oh, l'atmosphère est sinistre à la cour de France en cet hiver 1523-1524. Le roi François Ier est malade, il traîne ses idées sombres de château en château tout le long de la Loire. Et les nouvelles, disons-le, les nouvelles d'Italie sont mauvaises. Partout, les Français sont malmenés par les impériaux, des impériaux qui ont reçu le soutien des Vénitiens notamment. Et vous savez à quel point les Vénitiens, au début du règne, avaient joué un rôle important dans la victoire de Marignan. Les troupes royales ont abandonné toutes les grandes places qui dominaient. Elles ont fini par repasser les Alpes et maintenant elles sont poursuivies dans l'intérieur même du royaume de France par des ennemis qui, comble de l'humiliation pour François, sont commandés par le connétable Félon. Oui, celui qui était allé confier la première épée du royaume à son ennemi Charles Quint. Les troupes impériales sont commandées par Charles de Bourbon en personne. Alors, le roi décide de se mettre en route pour la Provence au début de l'été. Il se trouve qu'il a à peine passé Bourges qu'on lui donne une autre nouvelle. C'est un messager qui arrive bride abattue pour annoncer que la reine est morte. Oui, l'épouse de François Ier, la reine Claude, la mère de ses 7 enfants, est morte en couches, affaiblie qu'elle était par la tuberculose osseuse, mais aussi, c'est en tout cas ce que la rumeur va prétendre, par la syphilis transmise par son mari. Est-ce qu'il faut voir du remords dans les larmes publiques qu'affiche François Ier ? François Ier est comme Louis XIV, il a la larme facile, il faut le savoir. La vérité, c'est que le roi ne va pas pour autant rebrousser chemin. Il était attendu dans le Midi, ravagé par la guerre. Il faut vous dire que début juillet, Bourbon a investi des places très importantes et il y est arrivé facilement, comme à la parade. À Cannes, à Hyères, à Antibes, à Draguignan. Aix n'a pas longtemps hésité à ouvrir ses portes aux traîtres. Marseille, en revanche, tient bon. Il faut dire que Marseille bénéficie de gros remparts qui viennent d'être rebâtis et on voit l'efficacité de cette haute muraille. En vérité, les Marseillais résistent si fort aux assauts de Charles de Bourbon que l'ancien connétable est presque ridicule dans cette affaire. Et là, on va voir la situation s'inverser. Or, les troupes impériales, qui sont donc assiégeantes, sont à leur tour assiégées par l'armée formidable de François Ier et elles finissent par lever le camp, par faire retraite et par détaler comme des lapins devant une avant-garde française, il est vrai, chauffée à blanc. Chauffée à blanc par celui qui dirige maintenant les armées françaises, c'est Anne de Montmorency, qui bientôt sera lui aussi connétable. Bref, la plupart des troupes impériales repassent les Alpes, sous les applaudissements de toute une cour de capitaines. Oh, quand il s'agit de flatter le roi, il y a du monde, évidemment. Le plus discret de ceux qui flattent n'est sûrement pas l'amiral de Bonnivet. Bonnivet, l'incorrigible Guillaume de Bonnivet, l'ami d'enfance de François Ier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pour le 5e centenaire de son avènement. C'était donc il y a 10 ans, en 2015. J'avais commis un petit livre assez méchant, je le reconnais, afin de dégonfler la baudruche François Ier, ce roi dominé par sa mère, manipulé par ses maîtresses successives. Et j'avais montré que, dès ses jeunes années, le prince François, on l'appelait François d'Angoulême, avait été profondément influencé par les rejetons de la famille Gouffier, dont l'aîné, qui s'appelait Artus de Boisy, le héros de Fornoux, protégé d'Anne de Bretagne, dont Artus avait été son gouverneur. Or, c'est lui, justement, ce gouverneur, qui a immiscé son jeune frère dans l'intimité de François d'Angoulême. Le jeune frère, c'est Guillaume, qui a pour mission à peine formulée d'éveiller François aux vertus courtoises. C'est peu dire que le seigneur de Bonnivet, parce que c'est le titre de ce Guillaume, a réussi dans la mission qu'on lui avait confiée et a réussi au-delà de ses espérances. Je cite Brantôme, « Guillaume de Bonnivet était fort gentil et subtil esprit et très habile, fort bien disant, fort beau et agréable. » Il a une bonne dizaine d'années de plus que François, en vérité. Il devient un petit peu son modèle. François essaie de tout faire comme Guillaume. C'est le compagnon des bonnes fortunes. Certains disent que c'est surtout son âme damnée. Bref, pour se faire une idée de la réussite de celui qui va devenir amiral de France, il suffit de jeter un regard aux façades. On les a récemment reconstituées en 3D, les façades de l'immense château de
bâtiment d'œuvre du Poitou, qui est une sorte de Chambord avant la lettre. Le château a été détruit sous Louis XVI, mais on a réussi à le reconstituer avec les images de synthèse. Rien n'était trop beau, rien n'était trop cher pour le voyant favori du jeune prince. Ses ambassades de 1518 en Angleterre, de 1519 auprès des électeurs allemands au moment de l'élection au Saint-Empire romain germanique, tout ça a été un peu comme la suite du prince, de Guillaume au camp du Drap d'Or. Tout ça a été très coûteux, très brillant et très vain. En octobre 1522, tout de même, Guillaume a accompli l'exploit de prendre la forteresse de Fontarabie, et alors là, il s'est vu octroyer tout le commandement de l'armée d'Italie. Vous imaginez, c'est peu dire qu'il n'a pas beaucoup brillé dans ce commandement. Il a accumulé les contretemps, les défaites, il n'était jamais avec le bon régiment, peu importe. Il a été harcelé par l'ennemi, mal organisé. Il a quand même réussi à perdre le gros de sa cavalerie, il faut le faire. Bref, il a été blessé aussi, il a dû sonner la retraite. Et bien voilà, c'est lui qui s'est trouvé tout confus à l'origine du retrait des Français à la fonte des neiges, et maintenant, il lui faut sa revanche. Alors que le roi remet de l'ordre en Provence, récompense les magistrats municipaux de Marseille, sanctionne ceux d'Aix, c'est assez normal, vous me direz, Bonnivet est à ses côtés, qui ne manque aucune occasion de lui vanter les mérites d'une nouvelle expédition de l'autre côté des Alpes. Il y a là, tout près, le Milanais, qui est tellement accueillant, qui attend le Milanais avec ses palais, ses jardins, ses riches places, et puis ses belles femmes aussi, disons-le. François, qui est un petit peu déconcerté par l'enthousiasme de Guillaume de Bonnivet, hésite quand même un peu. Chaque jour lui parviennent des lettres de sa mère, Louise de Savoie, qu'il conjure de rester en France, de ne pas céder aux sirènes de l'Italie. Et chaque soir, de bons conseillers, parmi les plus valeureux, ramènent son attention vers la détresse des populations, vers l'accablement en général, vers la nécessité de consolider les forteresses du royaume. Alors, qui va l'emporter ? La voix maligne du mauvais génie ou celle utile des sages conseillers? Oh, si vous connaissiez un peu mieux François Ier, vous ne vous poseriez pas longtemps la question. Vous écoutez Radio Classique. Alors, pour convaincre son maître et son ami, Guillaume a recours à l'argument suprême. C'est le seul qui, avec ce roi, est assuré de l'emporter toujours. On prétend qu'il lui parle d'italiennes, de femmes accortes et douces, et notamment d'une certaine Signora Clerice, qui passe pour une des plus belles femmes de la péninsule, tant et si bien que si la raison Clerice n'emporte pas elle seule toute la décision, il est quand même probable qu'elle va y avoir sa part. C'est la première erreur de François. Son armée, l'armée française, reçoit l'ordre de faire mouvement vers le Mont Genèvre. Alors tout le monde est outré, la Trémouille, Montmorency, la mère du roi aussi. Bref, peu importe, il faut croire que François a de bonnes raisons. On met l'armée en marche. Cette immense armée française, vous imaginez ce que c'est. Elle est là qui franchit les Alpes par 3 cols. Elle va se regrouper du côté de Pignerol et, très impressionnante, fondre littéralement sur Milan. Elle doit entrer à Milan par l'ouest, alors que les derniers défenseurs abandonnent par l'est la capitale des Sforza. François peut se croire de nouveau maître du Milanais. Il se dit que l'Italie lui porte chance. C'est Marignan qui se rejoue. Et pendant ce temps, les troupes de Bourbon qui rentrent en France vont faire jonction avec les troupes de Lannoy, qui est vice-roi de Naples, et elles s'installent dans 2 places fortes lombardes, Lodi et, ça y est, il faut que je prononce le nom, Pavie, bien sûr. On peut épiloguer, et les historiens ne s'en sont pas privés sur les choix qui ont été faits en cette fin d'octobre, écrit Jean Jacquard. C'est que la suite nous est connue, et qu'il est plus facile de refaire l'histoire et de distribuer les responsabilités après coup que de décider sur le champ. Oui, c'est vrai que quand on est sur place, c'est moins facile que lorsqu'on raconte les événements 500 ans plus tard, je veux bien l'admettre. Il y a quand même une espèce de bras de fer autour de François Ier entre ceux qui veulent aller plus loin et ceux qui lui conseillent de rentrer tant qu'il en est encore temps. Mais François Ier écoute toujours les mauvais conseils, surtout quand c'est Guillaume de Bonnivet qui parle, ça il faut le dire, son cher amiral comme il l'appelle. Le fait est, et ça va être la deuxième erreur, le fait est qu'il choisit, au lieu d'aller tranquillement du côté de Lodi,
il choisit d'aller assiéger Pavie. Deuxième erreur donc, 6 à 7 000 hommes défendent Pavie contre 30 000 Français qui en peu de jours encerclent donc les hauts murs. Il faut voir ce que c'est que cette forteresse incroyable, c'est vraiment ce qu'on appelle la place imprenable. Le camp du roi et de l'amiral de Bonnivet se trouve au nord de la cité, entre le château et le grand parc, qui d'ailleurs est fortifié lui aussi, le parc de Mirabello ça s'appelle. C'est là que doit s'installer le duc d'Alençon. Un premier assaut contre la ville au début du mois de novembre se solde par un total échec, et on va commencer ce qu'on appelle les travaux de siège. Vous savez, on fait les saignées, les tranchées, etc. On se focalise sur le flanc sud de Pavie, où se massent les lansquenets de Montmorency, et le long du cours du Tessin qu'on entreprend de détourner pour essayer de faciliter les fameuses approches dont je vous parlais. Seulement, là, il y a une crue. Faut pas oublier qu'on est en hiver, évidemment, et ça réduit tous les efforts des terrassiers. C'est comme si on n'avait rien fait. Un mois de travail jeté à la poubelle. Quand les Français comprennent que le siège va s'éterniser, la question se pose de savoir si le roi doit rester. D'abord, ça coûte très cher d'avoir le roi dans un camp, vous imaginez, avec tous les serviteurs, tous les grands dîners qu'il faut organiser, etc. Et puis, on se dit que c'est pas très digne d'un souverain de rester comme ça, oisif, au milieu des sapeurs, à contempler des travaux de siège assez ingrats et difficiles et poussiéreux. François pourrait repartir en France. Eh oui, mais ça, l'amiral ne veut même pas en entendre parler. Il n'en est pas question. Il voyait bien que si le roi retournait en France sans rien faire, dira le maréchal de Florange, que lui avait été en partie cause de cette affaire et que les choses iraient mal et qu'il perdrait beaucoup de son crédit. Bref, troisième erreur, François reste à Pavie. C'est Michelet qui décrit avec un peu de complaisance, il faut bien le dire, le cadre de la vie du jeune monarque pendant cette période. La Lombardie, nous dit Michelet, n'était plus ce qu'elle avait été. Elle avait cruellement souffert et infiniment perdu. Mais comme il arrive dans ces grands naufrages, les lieux élus où l'on concentre les débris semblent d'autant plus riches. Je croirais donc sans peine que l'abbaye et la villa arrangées pour le roi de France rappelaient soit les granges de Sforza, soit la Pouzzole du roi de Naples, et autres lieux de volupté que les descriptions nous font connaître. Ces villas étaient ravissantes, ravissantes par le mélange d'art et de nature, de ménages champêtres qu'aiment les Italiens, des terrasses aériennes, des jardins suspendus, les vues les plus variées, tout près l'idylle du ménage des champs, aux jaillissantes eaux des fontaines de marbre, le cerf avec la vache venant le soir sans défiance, de grands troupeaux au loin en liberté, la fenaison ou les vendanges, une vie virgilienne de doux travaux, tout cela encadré du sérieux lointain des Apennins de marbre ou des Alpes aux neiges éternelles. Bon, ça c'est la sublime écriture de Michelet, mais on se dit que François Ier, pour résumer ça en une phrase, est plutôt à l'aise dans un paysage très accueillant pour lui, et il ne voit même plus passer le temps. Et pourtant, un peu plus à l'est, à Lodi, le connétable de Bourbon et Lannoy ne songent qu'à reconstituer leurs forces. Eux vont profiter de la longue attente du roi de France pour devenir de plus en plus puissants et bientôt invulnérables. Et ça, c'est encore une appréciation erronée de la part du roi de France. C'est sa 5e erreur. Déjà, Lannoy occupe San Angelo sans coup férir. Il est à mi-chemin de Lodi maintenant. Les deux grandes armées sont là, qui bientôt vont se faire face. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et ça y est, ils attaquent. On est dans la nuit du 23 au 24 février 1525. Les impériaux attaquent d'abord discrètement, à la faveur du brouillard de l'obscurité. Ils ont pratiqué une ouverture dans le mur nord du parc de Mirabello. Ils s'infiltrent là-dedans avec beaucoup de soldats. Et d'ailleurs, les soldats ont passé des chemises blanches par-dessus leur cuirasse pour arriver à se voir dans le noir. Et aux toutes premières lueurs de l'aube, l'alerte est donnée dans le camp français. L'artillerie entre en action contre les fantassins ennemis qui sont en train de s'extirper par le sud de ce grand jardin et qui se trouvent maintenant complètement embourbés dans la plaine marécageuse. Il y a juste le brouillard pour les protéger encore. Et à ce moment-là, François Ier va commettre une nouvelle erreur. La 7e, si je compte bien. Erreur grossière celle-là, probablement la plus grande erreur de toute sa vie.
Une batterie française foudroyait les troupes impériales par la brèche d'un parc qui couvrait Pavie, nous dit Pierre-Louis Roederer. Pierre-Louis Roederer, sénateur, extraordinaire personnage de l'époque impériale, dont Thierry Lenz vient de republier en ce moment chez Perrin le magnifique journal. Je ferme cette parenthèse. Elles étaient en désordre. François Ier ne veut pas laisser aux canons l'honneur de leur défaite, il faut qu'il en ait la gloire. Et aussi incroyable que ça paraisse, le roi se dit qu'il va attaquer tout seul avec sa cavalerie. Alors il fait, c'est vrai, dans le petit matin, dans un premier temps, il fait un grand carnage des hommes d'armes de Lannoy. Mais la rapidité de la charge des cavaliers a distancé les fantassins qui devaient suivre et appuyer, nous explique Jean Jacquard. Or, après avoir facilement dispersé les chevaux légers, François et ses compagnons se heurtent maintenant au gros des troupes de Pescara qui décident d'attaquer à l'arquebuse cette masse de chevaux et d'hommes cuirassés. La mêlée s'engage, confuse, violente, les piétons français sont trop loin, l'artillerie ne peut plus tirer sans atteindre les cavaliers désormais placés entre l'ennemi et les canons. Et ça, c'est tout le drame de Pavie, c'est que François Ier est allé se placer incroyablement à portée de sa propre artillerie. C'est-à-dire qu'il rend ses propres pièces d'artillerie inopérantes. Et la suite, on la connaît, ce massacre, cet enlisement. Le roi est désarçonné, maintenant il combat à pied, on le menace et il va devoir son salut uniquement à Lannoy, qui le reconnaît et qui, in extremis, l'arrache à la meute qui était en train de le mettre à mal. Il y avait aussi sans doute des coureurs de rançon qui auraient bien aimé capturer le roi de France. Chose inouïe, inédite, depuis 1356 et le désastre de Poitiers, le roi de France est prisonnier. Vous imaginez la panique de l'amiral de Bonnivet qui est responsable de tout ça, il le sait, responsable de la plus grande calamité militaire française depuis Crécy ou Azincourt. Il est désespéré, Bonnivet est dans une espèce de bravade ultime qui ne manque pas de panache, il faut bien le dire. Il court se jeter lui-même sans armure et sans aume aux lances de l'ennemi. C'est une sorte de suicide si vous voulez, en tout cas c'est un acte de bravoure ultime. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'en est fini, ce 24 février 1525, de toutes les velléités françaises de remettre pied en Italie. C'en est fini de l'armée française, c'en est fini de la position de François. Et surtout, François est capturé. Il va aller maintenant passer dans les geôles espagnoles du côté de Madrid. Il va aller passer des mois terribles. Il n'y a plus de roi en France. Tous les grands capitaines de l'armée ont été soit tués, soit capturés. C'est un désastre sans nom. C'est la mère du roi, Louise de Savoie, qui va tout devoir tenir à bout de bras, et l'on connaît la célèbre expression de son fils dans ce texte, tout est perdu fort l'honneur, c'est ce qu'on apprenait à l'école, à l'époque où on apprenait l'histoire des batailles de France. Voilà exactement ce que dit François Ier dans la lettre que captif il adresse à sa mère. Madame, pour vous avertir comme se porte le ressort de mon infortune, de toute chose ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve, et pour que ce que mes nouvelles vous seront quelque peu de réconfort, j'ai prié qu'on me laissât vous écrire. Cette grâce m'a été accordée, vous priant de ne vouloir prendre l'extrémité de vos fins en usant de votre accoutumée prudence, car j'ai espérance à la fin que Dieu ne m'abandonnera point, vous recommandant vos petits-enfants et les miens, vous suppliant faire donner surpassage pour aller et retourner en Espagne au porteur qui va de vers l'empereur pour savoir comment il veut que je sois traité, et sur ce très humblement me recommande en votre bonne grâce, très humble et obéissant fils François. Obéissant, pas tant que ça, somme toute. Vous écoutez Radio Classique.